Il y a 15 ans, des donjons ont commencé à apparaître sur toute la planète. Avec eux sont venus les éveillés, des gens qui du jour au lendemain ont obtenu des capacités extraordinaires. Yuya Shiasaki fait partie de ce groupe, mais contrairement aux autres, il s'est éveillé sans aucun talent. C'est comme être le seul du groupe à ne pas savoir utiliser le micro-ondes après une bataille où il était le dernier survivant. Le garçon a été mystérieusement renvoyé 10 ans dans le passé. Mais maintenant, s'il était malin, il serait retourné juste pour acheter des actions Netflix et Apple, avec une capacité spéciale qui lui donne des informations sur tous les donjons et tous les ennemis, comme un Google Maps version Dark Souls, déterminé à guérir sa sœur, et à empêcher la grande catastrophe de se reproduire. Il devra repousser ses limites et devenir le plus fort des éveillés. Le problème, c'est que de nombreux êtres sont prêts à l'en empêcher. L'histoire commence à Tokyo, en l'an 2034. Au milieu du chaos, nous voyons un garçon blessé se lamenter sur le fait que sa vie est sur le point de se terminer, comme s'il avait non seulement perdu la bataille, mais aussi le Wi-Fi. Marchant sur l'un des cadavres au sol, un grand dragon aux yeux rouges le fixe, tandis que le protagoniste réfléchit à comment il a échoué à accomplir tout ce qu'il voulait. En gros, la version médiévale de penser aux factures à 3 heures du matin. Nous découvrons qu'il y a 15 ans, des donjons ont commencé à apparaître partout dans le monde avec les éveillés, des gens qui ont obtenu des pouvoirs incroyables et ont commencé à attaquer les donjons. Il y a 10 ans, notre garçon a rejoint ce groupe de héros. Mais manquant de talent, il a passé ses journées à se faire traiter d'inutile par tout son entourage. Le genre de surnom qui n'a même pas besoin d'un badge. Cependant, ayant besoin d'argent pour payer les frais médicaux de sa sœur, il a décidé de conserver ce travail. Et il a approfondi ses connaissances sur les donjons, pour être un peu plus efficace. Le problème est que même ainsi, il ne pouvait pas rivaliser sur un pied d'égalité avec ceux qui avaient des capacités. Et maintenant, il est sur le point de quitter ce monde pour un monde meilleur, caché ailleurs. Une petite fille suit les nouvelles sur la grande catastrophe, qui a exterminé 70% de l'humanité, car apparemment les infos n'avaient rien de plus léger à montrer. En observant les corps éparpillés partout, le protagoniste réalise qu'il est le seul encore en vie. Mais au moment de penser à abandonner, il se souvient que sa sœur lui a demandé de protéger tout le monde, même si elle n'est plus en vie. Avant que son cœur ne s'arrête de battre et que le garçon n'éclate en sanglots pleurés devant un dragon, c'est toujours embarrassant. Au milieu de la bataille, notre garçon serre fermement son arme et promet qu'il va au moins porter un dernier coup. Déterminé à l'arrêter, le grand dragon ouvre la gueule et déchaîne une quantité absurde de flammes vers le jeune homme, qui avant d'être consumé essaie de lancer sa dague. Soudain, il se retrouve à tomber dans un endroit complètement blanc, et se demande s'il est mort ou si quelqu'un a oublié de payer la facture d'électricité. Un message apparaît confirmant l'hypothèse et l'avertit que la régression commence. Le protagoniste ne comprend pas ce que cela signifie. Mais pour être honnête, personne ne comprend jamais quand un pop-up mystérieux apparaît au milieu de sa vie. N'ayant rien à faire, il continue de chuter jusqu'à disparaître. Soudain, il ouvre les yeux quand quelqu'un l'appelle. Nous découvrons que le jeune homme est en l'an 2024 dans un donjon de classe E. Devant lui, une fille lui demande ce qui s'est passé pour qu'il perde sa concentration d'un coup, ajoutant ensuite qu'ils sont de la même guilde. Elle se présente comme étant Arizama Naga et n'a pas non plus de capacité, ce qui est une excellente façon de commencer une amitié. En réfléchissant, Shirasaki se dit que ce nom lui semble familier. En regardant son corps, il réalise que ses blessures ont guéri alors qu'il n'a aucun attribut qui fait ça. Et pour ne rien arranger, son niveau actuel est de 9. De plus, toutes ses statistiques sont laides. Même que lorsqu'il est devenu un éveillé. Désespéré, le protagoniste demande en quelle année ils sont, et la fille répond par. Une autre question. Pourquoi agit-il de cette façon? Rapidement, il réalise qu'il est retourné 10 ans en arrière, et se demande pourquoi diable cela est arrivé. Et c'est quoi cette voix qui a dit que le dernier candidat éligible était mort parmi tous les changements? Notre gars remarque que sa liste de compétences semble mal fonctionner. Perdu dans ses pensées, il ne remarque même pas une. Créature s'approchait jusqu'à ce qu'Arizakri lui disant de se retourner. Saisissant sa dague, Yuya réalise qu'il est face à une meute de loups plus petits de classe E. Sachant qu'il doit être au moins niveau 12 pour vaincre ces créatures, il conclut qu'il n'a aucune chance de gagner. Mais il décide néanmoins de tester sa théorie car c'est clairement un excellent moment pour des expériences. En criant, la jeune rousse dit que c'est dangereux et qu'il devrait fuir. Mais le protagoniste décide de l'ignorer et de passer à l'attaque. D'un seul coup, il fend un loup en deux, quelque chose qui honnêtement ne devrait même pas être possible dans le tutoriel. Maga est complètement sous le choc, comme quelqu'un qui regarderait une personne finir 1. Je sens jamais avoir fait le mode entraînement. Voyant qu'il a gagné un niveau, notre gars se dit qu'il avait raison, et se tourne pour faire face au autre monstre.
En souriant, il affirme que les ennemis ont enfin réalisé dans quoi ils s'étaient embarqués. Le reste de la... Meute décide de charger, mais ils finissent par mordre la poussière quand le gars saute en arrière. Un mouvement qui aurait dû être accompagné d'une musique de fond épique. En réfléchissant, le protagoniste remarque que lorsqu'ils sont groupés, une créature se positionne toujours dans un angle mort pour attaquer, donc il lui suffit de connaître son emplacement. Portant un autre coup, Shiroaki anéantit le loup qui l'aurait attaqué par derrière, pendant que la fille continue de ne pas croire que cela est. Possible concluant que son expérience et ses connaissances n'ont pas disparu, notre gars se dit qu'il peut se battre contre des adversaires, encore plus forts. Même en étant à un niveau inférieur et en plus de ça monter en niveau sera beaucoup plus rapide que la première fois. On voit qu'il ne reste qu'un seul loup, mais pas pour longtemps, car le protagoniste l'envoie rapidement dans un monde meilleur. Un message apparaît notifiant que la compétence de renforcement physique a dépassé les 100% de maîtrise. Déterminé, notre gars promet que cette fois il se hissera au sommet des éveillés. En s'approchant, la rousse demande comment son ami est devenu si fort tout d'un coup. En montant, Yuya dit qu'il a récemment étudié les habitudes des loups plus petits, et qu'au fond c'était juste de la chance. Riant sous cap, en réalisant que la jeune fille a gobé l'histoire, il est révélé que des armes magiques peuvent être trouvées dans les donjons, et que souvent de tels objets ont des capacités attachées qui peuvent être utilisées par le porteur de l'arme. Ainsi, à mesure que l'éveillé s'améliore, sa maîtrise augmente, et l'acquisition permanente de la compétence devient possible, ce qui est une bouée de sauvetage pour ceux qui se sont éveillés sans talent. Sorti de nulle part, Kamachi Dichi, le chef du groupe temporaire. Groupe apparaît en criant et demande ce que le duo fait planter là. Très excité, Arisa dit que le protagoniste a vaincu une meute de loups tout seul. Traitant le jeune homme de pauvre type, le chef dit que les créatures étaient certainement affaiblies ou quelque chose du genre. Mais dans tous les cas, ils doivent se dépêcher car il a trouvé un cristal magique qui doit contenir quelque chose de précieux. Interrogé sur les pierres magiques des loups, le type dit à notre garçon de s'en occuper. Il obéit simplement et se baisse pour commencer, révélant qu'il est déjà habitué à ce genre de traitement puisqu'il n'a aucun talent. Soudain, Shiasaki se souvient que cette expédition a pour but de faire gagner à Kamachi de l'ob d'expérience en commandement et que quelque chose de très grave s'est produit la dernière fois. En courant, il atteint le duo et leur dit de ne pas toucher le cristal. Irrité, le chef du groupe demande si le jeune homme est jaloux et affirme que cet objet lui appartient. En criant, notre garçon affirme que c'est un piège. Faisant confiance à sa parole, Meyona demande à Dai d'être prudent, mais il retire sa main de celle de la jeune fille et lui dit de la fermer, déclarant avant de poser sa main sur le cristal qu'ils doivent suivre ses ordres. Une lumière intense jaillit et le type dit que ce n'était pas du tout un piège. Mais il change d'avis lorsqu'il se retrouve face à un croc gris, une créature de rendez spéciale. Le monstre essaie d'écraser le duo avec l'une de ses pattes, mais finit par frapper le sol, faisant perdre l'équilibre aux jeunes gens qui tombent. Mort de peur, le rouquin demande à la créature de reculer tout en activant sa compétence de détection de points faibles. Sans hésitation, il porte le premier coup, mais sa dague heurte la peau du croc gris et ricoche avant de tomber au sol. En partant, le type dit au duo de s'occuper de la créature et qu'il refuse de mourir ici. Seul notre garçon réalise qu'il est peut-être foutu, puisque le monstre est bien au-dessus de son niveau, et la dernière fois il n'a même pas pu sauver Arisa, car il était occupé à essayer de rester en vie. Déterminé, il sort sa dague et déclare qu'il ne laissera pas cela se reproduire. Yuya charge l'ennemi et dit qu'il connaît ses schémas d'attaque. Avec une grande agilité, il esquive la première attaque et détectant un point faible, il contre-attaque sans réfléchir. Le coup laisse le gris désorienté, faisant réaliser au protagoniste qu'il lui suffit de continuer à lire ses mouvements, et d'infliger plus de dégâts. Cependant, soudainement le monstre rugit, et quelque chose d'étrange commence à se produire. En sautant en arrière, notre garçon échappe à la mort, mais finit par recevoir plusieurs égratignures en cadeau avant d'être violemment projeté contre un mur, avec une poignée de son propre sang. Il dit n'avoir jamais entendu parler de cette attaque, et en conclut qu'en plus, sa connaissance du futur est inutile. Avec ce genre de blessure gagnée est impossible. Shiasaki commence à se consoler, déclarant qu'il a encore ses bras et ses jambes, et qu'il est trop tôt pour abandonner. Ainsi il se relève et crie disant à Grise de venir se battre. Soudain, un message apparaît, notifiant que toutes les conditions ont été remplies, et que les archives akashiques ont été activées. Un symbole apparaît sous les pieds du protagoniste et de nulle part. Il est transporté dans une bibliothèque tout en se demandant ce qui se passe bon sang. Shiasaki commence à lire la fenêtre de compétences et réalise que cette compétence lui permet d'obtenir instantanément toutes les connaissances sur le donjon où il se trouve. Curieux, il clique sur confirmer et une carte apparaît. Étonné, notre garçon dit que c'est le genre d'information que n'importe qui tuerait pour avoir. Pour gâcher la fête, le monstre attaque à nouveau pour lui rappeler qu'il est toujours là.
Le protagoniste est forcé de sauter en arrière pour se sauver et dit qu'à ce rythme, il continuera de prendre des coups sur les côtés. Sans issue, il décide d'utiliser la compétence du registre akashique. Une puissante lumière dorée remplit tout l'environnement et parmi plusieurs livres. Un seul lévite vers le garçon et commence à s'ouvrir de lui-même, s'arrêtant à la page qui contient des informations sur Croc-Gris. Perplexe Yuya dit que les informations sont absorbées par son esprit instantanément. Allant droit au but, il accède à la partie sur les schémas spécifiques de la créature, et après quelques secondes, il sourit déclarant qu'il comprend maintenant tout et que le temps de son adversaire est compté. La créature attaque à nouveau avec l'une de ses pattes, pendant que le protagoniste révèle que les schémas de l'ennemi changent à chaque coup qu'il reçoit, et que le principal indicateur de cela sont les lignes rouges. Donc quand il n'y en a que 3, la créature ne peut libérer que des ondes de choc avec sa patte droite, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter de la patte gauche à ce moment-là. Lorsqu'il est touché, le monstre hurle de douleur. Chargeant en avant, Shiasaki utilise ce qu'il sait déjà pour esquiver, concluant alors que maintenant que Croc-Gris est frustré, son prochain mouvement sera une attaque frontale. Le monstre commence à courir vers le jeune homme, qui après avoir activé certains de ses attributs, comprend exactement ce qu'il faut faire. Visant un point spécifique, il dit que ce sera son coup parfait. Avec les cris de la créature, le protagoniste affirme qu'il a compris maintenant, et utilisant toute sa vitesse, il court pour porter plus de coups avec son couteau. Faisant un salto pour prendre de la distance, Yuya retombe au sol pour jeter un œil aux dégâts qu'il a causés à l'ennemi. Rapidement, il réalise qu'il s'agit d'un comportement de retraite qui ne se produit que lorsqu'il rencontre un adversaire plus fort. Remarquant qu'il est considéré comme supérieur, le protagoniste se demande avec quels yeux son ennemi le voit maintenant. Arisa commence à se réveiller de son évanouissement et voit son allié charger Croc-Gris. Inquiète, elle dit au garçon d'arrêter, mais il est trop tard car notre garçon est trop concentré. Pensant que son adversaire vient de lancer son coup ultime, ce qui est inutile, puisqu'il sait exactement comment s'échapper. Sans hésitation, il lance l'arme de Kamachi qui était au sol frappant la créature de plein fouet. Puis il saute en l'air et la frappe avec son propre couteau. Croc-Gris pousse son dernier rugissement avant que ses yeux ne deviennent sans vie. Et en un clin d'œil, Shiasaki atteint le niveau 12. Après un certain temps, Miyaaga ouvre à nouveau les yeux et demande où elle se trouve. Tenant la jeune femme dans ses bras, le protagoniste se sent soulagé de la voir en bonne santé. Troublée et gênée, la jeune fille demande ce qui se passe. La déposant notre garçon dit que c'était le seul moyen qu'il pouvait imaginer pour la transporter. Reprenant son sang-froid, elle demande s'ils ont été attaqués par des monstres, confirmant. Yuya dit que Kamachi a été pris dans un piège, mais que d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à s'échapper sains et saufs. Se souvenant de ce qu'elle a vu plus tôt, la jeune femme se demande si c'est vrai. Remarquant la façon dont il est regardé, le protagoniste demande si quelque chose ne va pas. Niant, Arisa s'incline et le remercie de l'avoir sauvé. En réfléchissant, le garçon déclare qu'il a évité le problème plus tôt. Mais sachant ce qui va suivre, c'est la meilleure approche. Après un certain temps de marche, le duo sort enfin de la donjon et ils sont soulagés de respirer de l'air frais. Le chef de groupe apparaît et dit qu'ils ont bien travaillé. Mais remarquant la tension chez les jeunes, il dit qu'ils n'ont pas besoin de ça. Comme ils ont réussi à sortir sains et saufs étant un idiot. Le garçon touche Managa de manière inappropriée, forçant notre héros à prendre les devants pour le repousser. Surpris, Dae demande ce que le jeune homme est en train de faire. Yuya dit qu'il pourrait demander la même chose, car en plus d'être tombé dans un piège, il les a abandonnés pour mourir. En criant, le type aux cheveux rouges dit au jeune homme de se taire, et affirme que sa décision n'était pas mauvaise. Après tout, il est le chef et personne ne devrait oser remettre en question ses actions. Voyant que le protagoniste est sur le point d'être attaqué, la jeune femme lui demande de faire attention. Notre héros utilise l'un de ses attributs et esquive le coup de poing avant de saisir le bras de Kamachi et de le jeter au sol. Se tordant de douleur, le type demande ce que diable il vient de faire. Le protagoniste dit que c'est exactement ce qu'il voit et demande s'il doit le lui montrer à nouveau. Tremblant de peur, le jeune requin dit que s'il dénonce le type pour agression à la guilde, il disparaîtra pour toujours. Yuya déclare qu'il s'en fiche. Après tout, il n'a pas l'intention de rester dans la même guilde que quelqu'un comme lui. Puis il jette la dague de Dishi en disant qu'il n'a plus besoin de l'objet. Hurlant, le chef dit qu'il ne lui pardonnera jamais. Se retournant, notre héros s'excuse auprès de Arisa de lui avoir fait assister à la bagarre. La jeune femme dit que ce n'est pas grave et lui demande s'il pense vraiment à quitter la guilde. Après confirmation, elle dit qu'elle se sentira seule quand le jeune homme partira. Mais Shiasaki demande pourquoi la fille ne part pas aussi, car rester dans la guilde ne lui apportera rien de bon. Même si elle est d'accord, la jeune femme dit qu'elle ne peut pas abandonner sa carrière car il l'a éveillée. En réfléchissant, le protagoniste conclut que son ami doit avoir ses raisons. Tout comme lui, qui n'a réussi à sauver quelqu'un qu'après être retourné dans le temps. Soudain, Meyona dit qu'elle aimerait remercier le garçon à nouveau, car pendant qu'elle était inconsciente, elle l'a vu se tenir debout et se battre courageusement,
et même si ce n'était qu'un rêve, cela l'a encouragé à faire un peu plus d'efforts. Souriant, notre héros conclut que la fille doit tracer son propre chemin, et qu'il ne devrait pas s'en mêler. Tous deux se mettent en marche tandis que la jeune femme déclare qu'elle deviendra plus forte juste pour soutenir son ami, et qu'ainsi ils pourront affronter un donjon ensemble. Regardant le ciel, Yuya pense que ce jour pourrait ne pas tarder à arriver. On apprend qu'après avoir échangé leurs contacts, le protagoniste s'est rendu à la guilde pour notifier son départ. Et comme il n'était considéré que comme un aide, il a été renvoyé sans aucun problème. Dans la rue, il réfléchit à s'il doit vendre ou non la pierre magique qu'il a prise à gré, concluant alors qu'il y a des choses plus importantes à faire d'abord. Notre héros rentre enfin chez lui, et pendant qu'il enlève ses chaussettes, quelqu'un apparaît et l'appelle grand frère. Essayant de retenir l'émotion en entendant cette voix, il se retourne et voit Kana vêtue d'un magnifique tablier rose. Le protagoniste se met à courir et quand il est assez proche, il serre sa sœur dans ses bras de toutes ses forces. Surprise, la jeune fille demande ce qui s'est passé. Ne pouvant dire la vérité, il répond que rien ne s'est passé. Et ainsi, le duo restait enlacé un moment. Relâchant sa petite sœur, notre héros s'excuse, mais la jeune femme dit que ce n'est pas grave, et qu'elle a préparé le dîner. Car pour une raison quelconque, elle se sent mieux. On découvre que Kana souffre d'une maladie appelée le syndrome d'épuisement magique, où l'absorption de magie provoque de la douleur. Et même si les symptômes sont légers à ce moment, la tendance est qu'ils s'aggravent jusqu'à ce que le pire arrive après quelques années. Sachant qu'il existe un indice sur le remède à la maladie, Yuya se promet de ne plus perdre sa sœur. Mais pour cela, il doit se concentrer sur ses propres capacités. Plus précisément sur la compétence des archives akashiques. Après avoir lu un peu sur cet attribut, le prota se jette sur le lit et dit que toutes les connaissances qu'il a acquises n'arrivent même pas à la cheville de ce qu'il y a à apprendre. Mais s'il maîtrise la nouvelle compétence, il pourrait devenir l'éveillé le plus puissant du monde. Intrigué par ce don, il se souvient de l'être qui l'a renvoyé, et concluant que d'y penser ne changera rien, il décide de se concentrer uniquement sur son objectif actuel, car il doit être assez fort pour affronter les monstres qui viendront après tout, même si la maladie de sa sœur est guérie, elle a besoin de la terre pour continuer à vivre. Le lendemain jour, dans un certain donjon non approuvé, Shiasaki est heureux de trouver enfin le portail. Il est révélé qu'un donjon non approuvé désigne ceux qui n'ont été découverts par personne. Car lorsque cela se produit, le responsable doit se présenter à l'association, et après que l'organisation a mesuré les niveaux de magie à l'intérieur du donjon. Les éveillés peuvent commencer le nettoyage toujours en groupe, selon la classification du donjon. Ignorant ce fait, notre garçon déclare qu'il sera plus rapide d'utiliser ses connaissances, et de trouver des donjons non approuvés seul, car même si des imprévus surviennent, il peut compter sur les archives akashiques. Rapidement, il active la compétence, et commence à lire un livre, concluant qu'il n'est aucun problème à cet endroit. Soudain, un groupe de squelettes de Randé apparaît. Avec la lecture interrompue, le protagoniste saisit son couteau et commence le nettoyage. Confiant que contre ce type d'ennemi, son moi actuel s'en sortira. Assénant plus de coups, notre garçon décide qu'il maintiendra ce rythme jusqu'à ce qu'il monte de niveau. On voit qu'il a fait cela pendant quelques jours et a commencé à affronter des donjons de plus grande difficulté à mesure qu'il devenait plus fort. Ainsi, en seulement 3 jours, le jeune homme a nettoyé 3 donjons et atteint le niveau 24. En observant le panneau de compétences, Yuya réalise qu'il a besoin de plus de compétences, car à mesure qu'il affronte des adversaires plus forts, l'écart de puissance se creuse de plus en plus. En raison du manque de pierres magiques, il décide de passer un peu plus de temps à collecter des fonds. Mais en voyant le collier analyseur en vente, il réalise que peut-être maintenant il peut utiliser l'objet. Le lendemain, nous sommes transportés à la vente, aux enchères d'outils magiques, où pour participer, il est nécessaire de présenter une carte d'éveillé à la réception. Une femme demande si le protagoniste fait partie de la guilde Eclipse. Niant, il dit qu'à l'heure actuelle, il n'est affilié à aucune organisation. La réceptionniste dit alors que dans ce cas, il doit mettre un autocollant différent avant d'entrer. Une jeune fille blonde observe la conversation et se demande si le garçon est vraiment un non-affilié de rang E qui était autrefois dans la guilde Eclipse. À l'intérieur de la salle des ventes, Shiasaki réalise que cela prendra un certain temps avant que l'objet magique qu'il recherche n'arrive. S'approchant, la même jeune femme d'avant demande si le siège à côté de lui est libre. En regardant l'autocollant sur sa veste, le protagoniste se demande comment un rang D n'est pas affilié. Une fois assise, la fille, elle lui demande s'il a déjà fait partie de la guilde de l'Éclipse. Après, confirmation, elle dit qu'elle a posé la question car comme la guilde est l'une des plus prometteuses, le départ de quelqu'un est assez étrange. Honnêtement, notre garçon dit que l'organisation valorise la force par-dessus tout, n'étant pas adaptée à quelqu'un sans talent naturel. Gênée, la jeune femme s'excuse pour sa question. Pendant ce temps, pensant que les rumeurs étaient donc vraies et réalisant qu'elle ne s'est pas présentée, la fille dit qu'elle s'appelle Noa Hoziawa et qu'elle n'appartient pas non plus à une guilde. Souriant, le protagoniste se présente également.
Après un certain temps, le moment du collier analyseur arrive, et le commissaire-priseur annonce que l'enchère de départ minimale est de 500 000. Les éveillés présents commencent à commenter qu'ils ne connaissent pas l'objet, et que ça ne vaut pas la peine de payer ce prix. Réfléchissant, Yuya dit que les objets magiques ne devraient pas appartenir à une seule personne, car ils prennent de la valeur à mesure qu'ils acquièrent plus de compétences. Par conséquent, avoir de nombreux utilisateurs de la même compétence est bénéfique, surtout s'ils infligent des dégâts. La jeune fille blonde dit que le vendeur de l'objet est très gourmand, mais elle est prise par surprise lorsque le protagoniste lève la main et place la première enchère. Tout le monde autour commence à se demander si la compétence de l'objet est bonne. Alors que Noah essaie de faire reconsidérer le jeune homme, celui-ci s'en moque et sourit simplement lorsque le commissaire-priseur frappe avec son marteau et le déclare propriétaire du collier. Irrité, la fille dit qu'il doit choisir plus judicieusement, même s'il veut vraiment une nouvelle compétence. L'objet en main, le protagoniste dit que tout va bien, tout en pensant que la compétence vaut bien plus que les 500 000 qu'il a payés. Soudain, un message arrive sur leurs deux téléphones, et ils se disent donc au revoir, avant de prendre des chemins séparés. Le lendemain, nous découvrons que le courriel venait de l'association qui cherchait des recrues pour une exploration de donjons, spécifiquement des éveillés non affiliés qui recevront des bonus spéciaux s'ils acceptent de participer. Ayant dépensé beaucoup d'argent la veille, Shiasaki décide d'accepter et arrive rapidement à la porte d'un donjon de classe D où d'autres éveillés l'attendent. Alors qu'il s'approche, le jeune homme est surpris de voir Oshiawa qui, souriante, dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit le dernier. Narasaka, qui est de niveau 26, demande si le protagoniste connaît la fille, confirmant qu'il l'a rencontrée par hasard la veille. Un jeune homme aux cheveux verts dit que puisque tout le monde est là, il vaut mieux commencer l'exploration. Comme son classement n'a pas été mis à jour, notre garçon sera chargé de porter les bagages des autres qui sont de rang D, c'est pourquoi l'association a choisi d'envoyer un fardeau pour le groupe. En passant la porte un peu frustré, il se dit qu'apparemment il ne pourra pas se battre cette fois. Quelque temps plus tard, le type, en armure dorée, dit que le protagoniste n'a pas besoin d'être nerveux, car il est au milieu d'éveillés de rang D avec Noah qui possède la compétence d'épéiste magique qui est la plus forte. Le groupe s'aventure un peu plus profondément dans les bois, jusqu'à ce qu'il tombe sur le scarabée gigorne classé, eux en criant. Narasaka dit qu'il devrait commencer par former la formation de dégoût. Puis lui et le jeune rouquin chargent la créature en pensant. Tout en observant la jeune fille blonde, le protagoniste se dit que la compétence d'épéiste lui permet de gagner un attribut supplémentaire élevé, ce qui est rare au moment de l'éveil. Entrant dans le combat, Oshiawa tire son éclair violet provoquant une énorme explosion et forçant le duo en combat à battre en retraite. Yuya reste sans voix devant une telle puissance. Pendant ce temps, le garçon en armure mentionne qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles une guilde célèbre a des vues sur elle, sur la jeune fille. Le groupe reprend sa marche et côte à côte avec la fille, le protagoniste s'excuse d'avoir parlé d'elle, sans sa permission. Noah dit que cela ne la dérange pas, mais il semble qu'il ait encore quelque chose à demander. Allant droit au but. Le jeune homme lui demande si elle a été contactée par la guilde Eclipse. Confirmant l'épéiste dit qu'elle a décliné l'offre. Après avoir entendu son histoire car elle n'aime pas les guildes qui méprisent les éveillés moins talentueux. Un peu surpris, notre garçon dit simplement qu'il comprend. Après la conversation, nous découvrons que l'équipe a avancé un peu plus loin jusqu'à atteindre la salle du boss qui est une mante en armure de rang D. Le monstre porte son premier coup en direction de la fille, mais Narasaka s'interpose. Ensuite, les autres s'avancent également. L'épéiste dit que ce sera une bataille difficile, tandis que le jeune homme en armure affirme que la vitesse de la créature n'est pas si impressionnante. Notre garçon observe simplement le quatuor infliger des dégâts constants à l'ennemi. Et en moins de 10 minutes, la mante est vaincue. Soulagé, Oshiawa dit que le monstre est enfin tombé. Cependant, Shirasaki remarque que quelque chose cloche et inquiète, dit aux autres, d'attendre 1 minute. L'armure de la créature commence à se fissurer jusqu'à exploser éparpillant. Des débris partout. Les yeux de tout le monde s'écarquillent car ils devront maintenant combattre une mante sans armure de rang C. Réalisant que c'est la deuxième forme du boss, Narasaka ordonne à tout le monde de se préparer. Fermant les yeux, l'épéiste attend sa fin, mais soudain, Yuya apparaît devant elle et utilisant la plupart de ses capacités, s'excuse pour le retard tout en demandant à son allié de lui laisser la créature, montrant qu'il est plus que déterminé à arrêter l'ennemi, en lisant les informations sur la compétence. Œil divin de la prophétie, notre garçon dit qu'elle s'active dans des conditions spécifiques et que pour une raison quelconque, elle se transformera en quelque chose que personne ne peut utiliser, étant une compétence perdue et utilisant l'avantage qu'il a. Il attend que la créature s'approche. Il tente de frapper avec son couteau, mais finit par être forcé de battre en retraite, sous le. Shock Noah dit que le garçon lit les mouvements de l'ennemi et se défend contre toutes les attaques.
même en étant 1. Éveillé de rang E, il résiste autant que possible. Le protagoniste déclare qu'il doit trouver une ouverture pour contre-attaquer, mais il finit par être pris au dépourvu par un mouvement de la menthe. Nous découvrons que l'œil divin de la prophétie force l'utilisateur à comprendre profondément la cible de sa prédiction, car sinon la prédiction ne fonctionne pas, et de plus des prédictions erronées peuvent être montrées comme cela s'est produit à ce moment-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles les éveillés ont cessé d'utiliser cette compétence depuis que la fréquence des monstres uniques a augmenté. Utilisant l'arme qu'il possède, Yuya essaie de ne pas être vaincu, réalisant ensuite qu'il a un moyen de renverser la situation grâce à la compétence des archives akashiques. Après avoir jeté un autre regard, il fait tourner le couteau entre ses doigts, et s'excusant auprès de l'ennemi, il dit qu'il peut voir Tira à travers tout. Un échange de coups intenses commence, et la menthe religieuse parvient à esquiver les attaques. Mais notre garçon affirme qu'il n'a pas encore fini, et activant l'attribut de propulsion, ainsi que le renforcement physique, il lance une autre série d'attaques, coups frappant le corps de la créature à différents endroits. Encore sous le choc, Noah pense que le garçon peut aussi identifier les points faibles de l'ennemi, et décide de lui demander qui il est. Toujours debout, la créature parvient à esquiver une autre attaque et commence à voler pour prendre de la distance. Cependant, elle finit par être touchée à la jambe par le couteau du protagoniste. Il fixe fermement son adversaire et dit qu'il avait prévenu qu'il pouvait voir à travers tout. Après avoir identifié l'endroit exact où porter le coup final, Shirahasaki demande l'épée de Hoziawa qui, même sans rien comprendre, lance son armée au jeune homme. Voyant que la menthe religieuse est assez proche, notre garçon frappe avec l'épée la tête de la créature, et plusieurs messages de montée de niveau et d'autres progressions apparaissent. Le reste du groupe n'en croit toujours pas ses yeux devant ce qu'ils viennent de voir, et prenant les devants, Narasaka demande ce qui s'est passé, et si le jeune homme est vraiment de rang E. Sans donner beaucoup de détails, le protagoniste dit seulement qu'il a des circonstances particulières. Mais si possible, il aimerait que tout le monde dise qu'ils ont vaincu le boss ensemble, tout en pensant que ce qu'il fait est quelque chose de rare, puisque de nombreux éveillés essaient de tromper les gens, en prétendant être plus forts qu'ils ne le sont réellement, donc il ne peut pas en demander beaucoup. Le garçon en armure accepte même s'il est un peu hésitant, car le jeune homme a risqué sa propre vie pour protéger tout le monde. Avec tout étant résolu, Noah remercie notre garçon pour son travail. En rendant l'épée de la jeune fille, il dit que l'objet a été d'une grande aide. Quand on le complimente, le protagoniste dit que d'autres éveillés de plus haut niveau auraient pu vaincre l'ennemi beaucoup plus facilement. Oziawa dit que cela ne le rend que plus incroyable, mais réalisant qu'il est trop proche. Il recule et déclare qu'il a combattu dans des donjons aux côtés de personnes plus fortes, mais voir quelqu'un maîtriser un ennemi avec une telle habileté et expérience était une première. Par conséquent, le garçon devrait simplement accepter le compliment. Souriant, Shiroaki remercie, tandis que la jeune fille dit qu'il a enfin compris. Le groupe arrive au noyau qui n'apparaît que lorsque le boss est vaincu. On découvre que dans les donjons sous l'administration de la ville, les noyaux sont souvent laissés pour entraîner les nouveaux venus, mais il y en a encore qui sont détruits, car il y a un risque que le nombre de monstres devienne trop grand. Une forte lumière émerge lorsque le protagoniste frappe le noyau, et quand le processus se termine, on voit qu'il a gagné un nouvel objet magique appelé couteau de la menthe religieuse. Surpris, notre garçon réalise que même si l'arme n'octroie pas de capacité automatiquement, elle est tout de même excellente. Narasaka s'approche et dit que le jeune homme devrait garder la dague puisqu'il a vaincu le boss et que c'est aussi un moyen pour le groupe de montrer sa gratitude. Souriant, Yuya décide d'accepter, et après avoir manié le couteau quelques fois, il dit qu'il semble avoir une très bonne maniabilité. Ainsi tout le monde part, et à la fin, le protagoniste est laissé seul avec Noah qui lui demande s'il peut partager son contact car il y a quelque chose dont elle aimerait discuter. Après avoir obtenu le numéro, la jeune femme dit les joues rouges, que le jeune homme peut l'appeler par son prénom, juste pour qu'il ne soit pas si formel tout le temps. Le protagoniste dit qu'il a hâte de continuer à travailler avec la jeune fille. Après être rentré chez lui, il réalise qu'il n'a pas vérifié son statut après avoir vaincu la menthe religieuse. Et quand il ouvre le panneau, il est choqué de voir que le niveau des archives akashiques a également augmenté. Et maintenant, il est possible de voir des informations de base sur les donjons qui vont apparaître. Perplexe, notre garçon clique pour en savoir plus et se rend compte que, en plus de l'heure d'apparition, des informations sur la rareté et le niveau sont également disponibles, ce qui signifie que le temps de la recherche de donjons non homologués est terminé. Après avoir un peu analysé la liste pour choisir son prochain donjon, il s'arrête. En voyant la grotte de la bête estampillée de classe C, et le lendemain, il se dirige vers l'endroit. Son premier ennemi est un sanglier avec des cornes rouges qui a une puissance de charge impressionnante, capable même de vaincre un être éveillé de niveau supérieur à 40. D'un seul coup, la créature décide de charger utilisant son nouveau poignard. Yuya lui dit de la fermer, tout en lui assénant son premier coup.
Il en conclut alors que la créature est bien plus faible que la menthe, utilisant la compétence d'affûtage de couteau nôtre. Garçon porte un coup fatal faisant s'effondrer le sanglier dans une flaque de son propre jus de fraise. Avec la victoire, le jeune homme passe au niveau 31. En réfléchissant, il se dit que le donjon a un certain niveau de difficulté comme il l'avait recherché, et de plus il a été possible de tester les performances de sa nouvelle arme. Le problème était qu'il n'a gagné qu'un seul niveau. Notre garçon analyse le calendrier et se rend compte que pour éviter ce qui s'est passé dans sa vie antérieure, il doit empêcher la première catastrophe, ce qui le rend agité compte tenu de son rythme. Après avoir terminé le donjon, il sort et, toujours pensif, se dit que les choses qu'il peut faire sont limitées, mais qu'il doit atteindre au moins le niveau 60 avant la catastrophe. Cependant, son obstacle actuel est que l'apparition de donjons de haute difficulté est un événement rare. Soudain, Yuya remarque qu'un nouveau donjon est sur le point d'apparaître, et à sa grande surprise, son classement était possiblement un donjon supplémentaire qui, en plus d'être rare, est d'une grande difficulté, mais offre d'excellentes récompenses. En réfléchissant, il se demande s'il devrait vraiment prendre un tel risque, même en sachant que par le passé, un donjon de ce type était impossible à terminer. Nous sommes transportés à l'hôpital où le protagoniste demande à sa sœur de bien écouter les infirmières. Tandis que Kana affirme qu'elle n'est plus une enfant. Nous découvrons que la jeune fille a été hospitalisée pour vérifier la progression du syndrome. En partant, le garçon promet qu'il guérira bientôt sa sœur. En sortant du bâtiment, il a l'impression de voir Arisa, mais il est convaincu de s'être trompé. Il décide de revenir à son plan d'affronter le donjon. Rare même en connaissant les risques. Nous voyons que durant les derniers jours, notre garçon a gagné autant de niveaux que possible. N. Arrivant sur les lieux, il comprend enfin pourquoi personne n'a jamais pu terminer ce donjon, et se dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un donjon puisse apparaître à l'intérieur d'un autre. Sur le point d'entrée, Shiasaki conclut qu'il devra d'abord terminer le donjon supplémentaire. Nous découvrons que le donjon s'appelle la forteresse rocheuse, et est de classe C. Regardant autour de lui, le protagoniste se demande s'il est possible qu'un autre donjon apparaisse. Il décide ensuite de vérifier où se trouve la partie la plus profonde. Après avoir identifié quelle entrée prendre, il se retrouve face à des golems de Dan, réalisant qu'il va être attaqué. Notre garçon s'avance et saute tout en déclarant qu'il n'a pas de temps à perdre avec ces créatures. En courant, il dit qu'il sait que c'est impoli, mais qu'il doit atteindre son objectif. Peu de temps après, le jeune homme arrive devant une paroi rocheuse avec quelques cristaux incrustés, et après s'être faufilé à travers une fissure, il se rend compte qu'il devra affronter le boss qui est une mer rouge, Golem de Rang. Furieux, le monstre s'apprête à donner un coup de poing, mais Yuya parvient à l'esquiver en utilisant l'une de ses compétences, et apparaît dans les airs. Il commence sa première attaque avec la dague de la menthe. L'ennemi contre-attaque le forçant à battre en retraite. Malgré la différence de niveau, le protagoniste conclut que le seul problème est de pénétrer l'armure de la créature. Comme les attaques tranchantes ne fonctionnent pas, il décide d'utiliser la compétence de durcissement, et après avoir porté un autre coup, il sourit en réalisant que sa stratégie fonctionne. Se préparant à nouveau pour l'attaque, notre garçon déclare que ce sera une bataille d'endurance. Sans hésiter, il fonce à nouveau sur le colosse jusqu'à ce qu'il réussisse à porter un coup fatal qui fait s'écraser le golem au sol. Mort à bout de souffle, le protagoniste dit que la bataille a duré près de 30 minutes, mais qu'il a réussi à gagner d'une manière ou d'une autre. Maintenant, au niveau 40, il décide de se concentrer sur l'événement principal. Et, en s'approchant du noyau, il déclare que cette fois, si les informations des archives sont correctes, il y a une infusion de pouvoir magique dans ce noyau. En posant sa main sur l'objet, une forte lumière illumine toute la grotte. Et, soudain, la sphère se brise en plusieurs morceaux, laissant place à une sorte de portail. Excité, Yuya en conclut que, à l'intérieur se trouve le donjon supplémentaire que personne n'a pu terminer dans sa première vie. Mais ce n'est pas grave, car il est prêt à voir de quoi cet endroit est fait. Nous sommes transportés dans un autre lieu où quelqu'un dit à Dishi que c'est la deuxième fois qu'il échoue. Désespéré, le garçon dit qu'il y a une raison à cela. Se retournant, Msakaren, maître de la guilde de l'éclipse, demande si la raison est vraiment assez bonne pour le convaincre. Se souvenant d'une fille, le chef dit qu'elle a été la première d'eux. La guide a possédé une compétence unique. Nous découvrons qu'il parle d'Arisa, qui quelques jours après la rencontre, avec Krogri dans ce donjon. Au cours d'une autre bataille, elle a finalement atteint le niveau 10 et avec cela une compétence unique appelée renforcement tout-puissant. Rapidement, elle en a informé le maître de guilde qui a déclaré que c'était arrivé parce qu'elle s'était éveillée à une compétence naturelle étant aussi une exception, puisque normalement cela se produit quand une personne devient un éveillé. Ainsi,
Le jeune homme lui a appris qu'il existe des compétences naturelles qui ne se manifestent qu'après avoir atteint un certain niveau. De plus, ceux qui possèdent des compétences uniques sont plus performants que les autres, ce qui signifie que la jeune femme deviendra une éveillée de haut rang. Arisa a vite réalisé que Msako avait raison, car sa compétence en plus de permettre une plus grande variété de buffs est aussi à 1. Niveau complètement différent au point de la faire accepter dans un groupe de haut rang qui l'a aidé à atteindre le niveau 26. Le seul problème était que son pouvoir a éveillé la colère de certains, mais elle est déterminée à atteindre son objectif. À l'heure actuelle, le maître de guilde demande si le duo est prêt. La fille et le type envieux disent oui et. Ainsi, le trio se dirige vers un donjon bien connu. Nous sommes transportés dans un donjon de classe E, en réfléchissant. La jeune rousse dit qu'il est difficile de croire qu'à peine plus d'une semaine s'est écoulée, révélant ensuite qu'en raison de l'apparition inattendue d'un monstre plus fort, ils ont été forcés de partir. Mais maintenant, ils sont revenus avec le chef qui est un éveillé de rang B. Kamachi dit qu'il n'était pas nécessaire que le jeune homme y aille personnellement, mais il répond que quelque chose le dérange. N. Arrivant dans la salle des pièges, la jeune rousse demande s'il ne vaudrait pas mieux vaincre le boss d'un seul coup. Souriant, Msaka dit que c'est exactement pour ça qu'ils sont là. Puis, en posant sa main sur le cristal, elle fait apparaître un croc de haut grade de rang C. Le duo reste sans voix, tandis que le jeune homme aux cheveux blancs dit qu'il se doutait de quelque chose en lisant le rapport. On découvre que le monstre qui apparaît correspond au niveau de celui qui est tombé dans le piège. C'est pourquoi la créature est plus grande cette fois. La créature fonce sur le maître de guilde qui décide de battre en retraite. Arisa demande si elle doit attaquer, mais il refuse, et utilisant sa compétence, il assène plusieurs coups consécutifs, avec du jus de fraise. Éclaboussé partout, il dit que ce monstre ne peut même pas être considéré comme un ennemi. Voyant le jeune homme plongé dans ses pensées, la fille demande si quelque chose ne va pas. Confirmant, Ren se souvient que c'est Shiasaki qui a sauvé la situation quand Daichi s'est enfui, ce qui signifie que la bête était du niveau du type qui s'est échappé. Mais Yuya, qui était d'un niveau inférieur, a tout géré tout seul. Souriant, le chef dit qu'en fait il n'y a rien qui cloche, mais qu'il devrait remercier le jeune homme d'avoir protégé les précieux membres de sa guilde. Puis il change de sujet et demande si le duo est prêt, pour un donjon très gratifiant. Excité, le rouquin dit qu'il est plus que prêt, quand on lui demande d'où il tient cette information. Le maître dissimule et donne une excuse bidon. Plongé dans ses pensées, Managa se souvient que la semaine dernière, beaucoup de choses incroyables se sont produites, mais c'était entièrement grâce au protagoniste qui l'a sauvée. C'est pourquoi elle veut exprimer sa gratitude de la bonne manière. Msaka dit que maintenant qu'ils se sont occupés de cette affaire, il est temps de s'occuper du boss. Le duo est d'accord. Pourtant, la jeune rousse ne peut s'empêcher de penser qu'elle doit envoyer un message à Shirahasaki. Plus tard, on voit une ombre sombre émerger du corps de la créature vaincue et commencer à se déplacer vers le maître de guilde. Pendant ce temps, dans le donjon supplémentaire, appelé la chambre du jugement, notre gars est choqué de voir comment sont les choses à l'intérieur. En sortant du portail, il analyse le terrain sur lequel il se trouve et conclut que c'est bien ce à quoi on pouvait s'attendre d'un tel donjon. Soudain, le portail derrière lui disparaît, ce qui signifie que pour accomplir la mission, des conditions spécifiques doivent être remplies. Soudain, un grand oiseau vert apparaît et l'attaque, après avoir esquivé le protagoniste. Il réalise qu'il s'agit d'un oiseau du vent de rang C. La créature vole de nouveau vers lui, mais finit par recevoir un coup de dague. Soulagé, notre gars dit qu'au moins il a réussi à en vaincre un. Le problème, c'est qu'il y a un groupe d'oiseaux dans le ciel attendant le bon moment pour attaquer. Après un certain temps, il a réussi à tous les éliminer et décide d'ouvrir les archives akashiques de cet endroit. En lisant le livre, Yuya découvre que le donjon supplémentaire a 2 niveaux et qu'il est nécessaire de terminer chaque mission pour avancer. La première étant une bataille contre des vagues de monstres qui continuent d'apparaître pendant 36 heures consécutives. Même en trouvant cela brutal, le protagoniste se sent soulagé d'avoir la compétence D, Archives. Il en conclut alors qu'il devra faire attention à la façon dont il utilise ses PM, y compris l'œil divin de la prophétie. Même en sachant qu'il y a un autre défi après avoir terminé cette mission, il décide de mettre ça de côté. Pour l'instant, car il a des problèmes plus urgents à régler. Chargeant de toutes ses forces, notre gars essaie d'abattre cette horde de monstres de niveau 30 à 35 tout seul. Un ogre essaie de l'écraser avec sa massue, mais il parvient à se défendre avec son autre dague qui finit par se briser dans l'action. Faisant face aux ennemis, Shirahasaki réalise que les affronter tous avec un simple couteau limitera ses options. Il lance donc ce qu'il reste de la dague améliorée sur un gobelin et en sautant, il s'empare de l'épée que le gobelin utilisait, ce qui lui donnera plus d'options d'attaque. Maintenant, au niveau 41,
et avec 2 armes, le protagoniste dit qu'il est temps de tout donner. Après des heures, on voit que le jeune homme est épuisé au point d'avoir du mal à tenir debout. Malgré cela, il continue de brandir ses armes sans arrêt, car il savait depuis le moment où il est entré que ce serait une mission difficile. Soudain, une créature accro de haut rang de niveau 40 apparaît montrant qu'elle veut aussi jouer. Face à la créature, notre garçon dit que c'est vraiment une bataille infernale, mais rapidement il se souvient de ce qui s'est passé dans sa vie antérieure. Et en sautant en l'air, il affirme avoir traversé des enfers pires encore. Après avoir vaincu l'ennemi, il atteint le niveau 47 et décide de passer à la suite. 35 heures et 50 minutes plus tard, le protagoniste essayait de tenir bon pour affronter les 9 minutes restantes. Ainsi donnant tout ce qu'il a, il achève les ennemis restants jusqu'à ce qu'un message apparaisse notifiant que la mission a été accomplie avec succès. Et à partir de ce moment, le calcul du score d'accomplissement du challenger commencera, et que les résultats seront disponibles dans 12 heures. Une cabane apparaît au milieu du champ et Yuya décide de se rendre à cet endroit pour se reposer jusqu'à la publication du rapport. Assis à l'intérieur de la cabane, il prend une sphère de repos profond qui nettoie le corps de la saleté et augmente la récupération des PV pendant le sommeil. Sentant que la prochaine mission sera plus difficile, notre garçon commence à préparer son corps et son esprit avec les potions qu'il a apportées avant de s'allonger et de faire une sieste. 12 heures plus tard, il se réveille et sort s'étirer, jusqu'à ce qu'un message apparaisse, disant que le Challenger a vaincu un nombre de monstres supérieur à la limite. De plus, au début de la mission, il a été confirmé que le niveau du jeune homme ne dépassait pas la norme du donjon. Par conséquent, des points supplémentaires ont été accordés. Une forte lumière apparaît, et de nulle part, une clé de la chambre du jugement atterrit dans la main de Shiasaki. Il doit donc décider entre tenter le défi ou revenir dans l'heure. Mais s'il choisit la deuxième option, il ne pourra plus jamais utiliser la clé. En analysant le portail, notre garçon décide de réfléchir un peu et déterminé à ne pas reculer. Il active la compétence des archives pour recueillir des informations. On voit qu'il y a un objectif simple pour la mission finale, qui implique l'un des 3 types de monstres dont un cyclope géant et une salamandre de feu. Le protagoniste en conclut que les deux sont très puissants, mais avec des schémas d'attaque limités, ce qui signifie que seul le 3e monstre est le plus compliqué. Après avoir franchi le portail, il se retrouve face à une clairière dans la forêt et réalise que son adversaire sera le plus difficile des 3. Une voix prévient que la mission finale a commencé, et que le jeune homme doit vaincre le boss du donjon, qui est un chevalier aigle d'argent de rang B et de niveau 65. Notre garçon essaie de rester calme en voyant la créature au-dessus de sa tête, mais soudain, l'ennemi fait un mouvement inattendu et en portant le premier coup, montre qu'il peut voir l'avenir. Yuya finit par être projeté au loin, mais parvient à rester sur ses pieds en réfléchissant. Il se dit que s'il avait été attaqué de front, il serait mort. Le plus gros problème étant le fait que la créature a scellé son œil divin de la prophétie. On découvre que le boss possède la capacité des yeux d'or, ce qui confère à l'utilisateur des réflexes extraordinaires et une vision surhumaine. Ainsi, le chevalier utilisait ses yeux pour prédire les mouvements du garçon et découvrir quelles seront ses actions futures. Après avoir esquivé un coup, l'aigle décide de contre-attaquer, mais le protagoniste parvient à s'échapper indemne. Inquiet, il dit que tant que le futur ne deviendra pas clair, il ne pourra pas utiliser l'œil divin de la prophétie contre l'ennemi, ce qui en fait sa plus grande menace jusqu'à présent. Sachant qu'il peut aussi voir le futur, notre garçon réfléchit à la manière dont la différence de puissance brute va directement déterminer l'issue. Considérant que la différence de niveau est inutile, sortant du combat à l'épée, le boss assène un coup. Shirasaki en conclut que s'il met assez de distance, la prochaine attaque sera redoutable, car la créature absorbera tout le mana environnant et le libérera de toute sa puissance. Prouvant ses dires, le chevalier tirait un canon magique. De justesse, le protagoniste parvient à esquiver sur le côté à temps, tout en pensant que cela ne peut être qu'une blague. Cependant, soudainement, l'aigle apparaît derrière lui, et utilisant sa jambe, il repousse le garçon, faisant s'écraser violemment son corps contre le tronc d'un arbre. Blessé, notre garçon dit que, comme prévu, la différence de puissance brute est tout simplement trop grande. Cependant, tout serait différent s'il pouvait utiliser son œil divin de la prophétie. Soudain, le jeune homme se souvient que dans cette seconde vie, il a obtenu de nombreuses capacités puissantes. Mais la raison pour laquelle il a réussi à se battre jusqu'au bout, malgré son manque de talent, c'est parce qu'il a affronté sa propre faiblesse. Avec cette idée en tête, il décide de désactiver ses capacités. Pour accéder à l'origine de sa force faisant face à l'ennemi, le protagoniste dit que maintenant il va se souvenir de ce que c'était que de se battre en tant que faible. Remarquant quelque chose, le chevalier commence à reculer. Alors que Shiro Asaki se dit qu'il est temps de passer à l'action, il se souvient qu'il doit d'abord prendre en compte les capacités de l'adversaire. Puisque l'arme de l'ennemi peut être divisée en 3 types, et que ses yeux d'or et ses capacités physiques sont bien supérieures.
Sans compter qu'il ne peut pas créer de distance. À cause du canon magique, le chevalier frappe à nouveau avec son épée. Tandis que le garçon garde ses attributs désactivés, donnant tout ce qu'il a, il esquive d'autres attaques fatales, cherchant un moyen de contre-attaquer pour ne pas se retrouver en désavantage. Incapable d'utiliser des potions de soin, notre garçon réalise qu'il est sur le point d'être mis échec et mat. Mais changeant de stratégie, il se met à courir vers l'ennemi, surpris par une telle agilité, car la créature se demande comment cela est possible, pendant que le protagoniste affirme qu'il n'y a qu'une seule façon de résoudre cette situation. Analysant attentivement son adversaire, il trouve enfin un point faible et donnant tout ce qu'il a pour esquiver les attaques constantes. Il conclut qu'il doit agir maintenant. Tenant une potion Yuya, regarde son ennemi foncer sur lui. En lançant la potion, il se rend compte que l'aigle a mis plus de distance entre eux, révélant qu'il ne peut pas bouger pendant la phase de chargement du canon magique. Notre garçon saisit l'opportunité, et alors que son épée est projetée au loin, il déclare en souriant que son objectif va au-delà de ça. On voit que son poignard a brisé la fiole de la potion qui a été lancée pour surcharger le canon du chevalier en magie, ce qui le fera exploser. Comme prévu, une grande explosion se produit. Pourtant, l'aigle survit, et continue de tenir son épée. Cependant, au milieu du nuage de poussière, il est attaqué par Shiasaki, qui a activé la capacité de l'œil divin de la prophétie pour montrer que c'est maintenant à son tour d'attaquer. Sachant qu'il ne peut plus être atteint, il s'avance à nouveau et attaque utilisant toutes les capacités physiques dont il dispose. Ne pouvant rien faire, le chevalier est frappé à plusieurs endroits différents et décide une dernière fois d'essayer d'utiliser son canon magique. Le protagoniste réalise que l'ennemi absorbe la magie de manière imprudente, malgré l'autodestruction imminente. Des flammes entourent le corps du boss qui réalise trop tard que le garçon a réussi à s'échapper et arrive maintenant depuis les airs. En hurlant, notre garçon frappe l'épaule du chevalier qui tombe finalement au sol complètement vaincu. Avec la victoire, un message apparaît notifiant qu'il est maintenant possible de sortir de la chambre du jugement. Et avec cela, Yuya atteint le niveau 57. La voix mystérieuse dit que le conquérant du donjon sera récompensé en fonction de ses points d'accomplissement et des détails de l'achèvement. Après avoir pris les potions dont il avait besoin, le protagoniste se demande quel sera son prix, pour avoir terminé la mission la plus difficile en étant 10 niveaux en dessous de la norme. Il est révélé que 2 récompenses spéciales seront accordées, la première étant la capacité de stockage infinie. Étonné, le protagoniste déclare qu'il n'a jamais vu quelque chose d'aussi puissant dans sa vie antérieure. Une forte lumière brille à nouveau pour révéler la deuxième récompense qui est une épée très similaire à celle du chevalier aigle d'argent possédant 3 capacités différentes et tout aussi puissantes. En plus de gagner en puissance à mesure que l'utilisateur progresse tenant l'épée légendaire, notre garçon dit que sans aucun doute son effort en valait la peine. Et en voyant le portail, il décide de rentrer chez lui. Dehors, il a hâte de se reposer un peu, mais finit par voir qu'il a un message d'Arisa. Le protagoniste est heureux de savoir que la jeune fille a éveillé une capacité naturelle, mais en lisant qu'elle participera à un raid de guilde à grande échelle le 1er juillet. Il se rend compte que quelque chose ne va pas car une telle invasion ne devrait avoir lieu que le 7, en courant. Il en conclut que tout le monde est en danger. Nous revoyons Managa et son groupe sur le point d'entrer dans le donjon. Nous découvrons qu'il s'agit d'un donjon de rang B, appelé la Terre du désert. Excité, Takahashi Izuyoshi, maître de la guilde de la fierté des guerriers, dit que tout s'est passé comme Mesaka l'avait dit. D'accord avec lui, Eturiota, maître de la guilde des grands sorciers, dit qu'il y a de fortes chances qu'ils obtiennent un artefact magique de premier rang. Le chef de la guilde de l'éclipse affirme que l'endroit doit contenir plusieurs objets et qu'ils peuvent se les partager entre eux. Soudain, le garçon appelle Arisa qui est surprise. En s'approchant, il dit que la capacité de la jeune femme sera indispensable et qu'elle devrait donc l'utiliser librement. En réfléchissant, la jeune fille convient qu'elle doit tout donner puisqu'elle a été invitée à faire partie de l'équipe. Soudain, elle se souvient de vérifier son téléphone et se rend compte que Shiasaki n'a pas répondu. Concluant ensuite qu'à ce moment-là, elle doit se concentrer sur le nettoyage du donjon. 2 heures et plusieurs monstres vaincus. Plus tard, Ren dit que le spectacle commence. Faisant face à un minotaure de rang B, le boss du donjon, il crie et demande à tout le monde de prendre. Leur position est d'attaquer. Le groupe obéit sans hésitation et commence la bataille. Choqué, Managa dit qu'elle sait maintenant. Ce que est une attaque d'éveillé de haut niveau. Le type aux cheveux blancs lui ordonne d'utiliser sa capacité immédiatement. La jeune femme obéit et Msaka invoque son épée nommée Helheim. Après avoir porté un seul coup, il dit que c'est la fin. Pendant que tout le monde est sous le choc de la puissance de l'arme, les 2 autres maîtres de guide disent que la récompense est enfin arrivée. En voyant le noyau s'avancer, le chef d'Éclipse affirme qu'il attendait ce moment depuis longtemps.
déclarant ensuite que le portail devrait bientôt s'ouvrir. Intrigué, Takanashi lui demande s'il ne va pas détruire le noyau. Prenant tout le monde par surprise, Ren dit qu'il ne ferait jamais ça, même en rêve. Après tout, c'était son véritable objectif. La même ombre noire qu'auparavant émerge du corps du Minotaure, et se dirige droit sur le garçon, qui en souriant dit qu'il est temps pour la grande révélation. Les autres membres demandent ce qui se passe bon sang et ce que cela signifie. Commençant son explication, Msaka dit qu'il a une capacité unique qui lui permet d'extraire les ombres de ceux qu'il tue et de les utiliser comme ses subordonnés. Perplexe, Arisa lui demande pourquoi il a caché ça depuis le début. Sans répondre, le garçon dit que comme effet secondaire, il peut communiquer avec les créatures, et c'est là qu'il a appris qu'il avait été choisi comme chef. Ainsi, quand il a accepté la proposition, il a été correctement formé, et a découvert que la magie de ce noyau peut ouvrir un portail d'où émergeront des monstres jamais vus, initiant le premier désastre appelé l'avant-garde de l'ombre noire qu'il aura pour chef. Donc tout le monde ici doit lui obéir et devenir aussi des ombres. Incrédule, les deux autres maîtres demandent si c'était le but de cette attaque depuis le début. Confirmant, Ren dit qu'il devait rassembler ceux qui avaient les bonnes capacités. Et même si son plan était d'attendre une semaine de plus, tout a changé à cause d'Arisa, qui a une capacité unique qui augmentera sa puissance de façon exponentielle, ce qui est bien mieux que de recruter une bande de gens. La jeune fille lui demande depuis quand il prévoyait cela et il répond depuis toujours. Puis il lui demande si elle n'a pas trouvé étrange que sa mère souffre du syndrome d'épuisement magique de stade 4 et soit dans un excellent hôpital. Msaka révèle qu'il ne l'a soutenu que parce qu'il avait des arrière-pensées. La jeune femme dit que ça n'a pas de sens car quand elle a été recrutée, elle n'avait aucun talent. Cependant, le chef affirme que sa capacité lui permet de voir les aptitudes naturelles de ses subordonnés potentiels. C'est pourquoi il a toujours su qu'elle s'éveillerait. Et il a attendu avec impatience le bon moment, créant même la guilde Eclipse pour rassembler ceux qui sont dignes de devenir ses ombres. Pointant Miyanaga, du doigt il dit qu'elle est la candidate la plus appropriée, donc elle sera la première. Prenant les devants, Etu et Takahashi disent qu'ils ne laisseront pas faire ça. Mais Ren active son pouvoir et leur ordonne à tous les deux de s'incliner pendant qu'ils attendent leur tour. Le duo est choqué de réaliser à quel point le jeune homme est puissant. Hurlant, la fille aux cheveux rouges prévient qu'elle va lancer un bœuf. Mais soudain, elle tombe à genoux sur le sol et se rend compte qu'elle n'a plus de pouvoir magique. Rapidement, elle en déduit que le chef a tout planifié pendant qu'il s'approche et se prépare à l'attaquer. Fermant les yeux, Arisa se demande si ce sera vraiment sa fin, tout en suppliant que quelqu'un vienne l'aider. Soudain, un coup est porté, et au milieu des larmes, la jeune femme réalise qu'elle ne ressent aucune douleur. Mais en ouvrant les yeux, elle voit qu'elle a été sauvée par Yuya, qui face à l'ennemi, affirme qu'il va régler la situation. L'espoir fleurit dans les yeux de la fille aux cheveux rouges. Ran se dit surpris et demande pourquoi le jeune homme est là. Lorsqu'on lui demande s'il a vraiment besoin de cette réponse, il dit qu'il aimerait le remercier car c'est le garçon qui a sauvé Managa à l'époque et qui a rendu tout cela possible. Mais apparemment, il semble que le jeune homme est toujours toussu, en plus de posséder un étrange pouvoir. Se souvenant du passé, le protagoniste dit que c'est ce type qui a causé le premier désastre qui a coûté la vie à de nombreux. Éveillé. Étant le seul à le savoir, il affirme qu'il arrêtera le garçon à n'importe quel prix. En riant, Misaka dit que Shiazaki ne devrait pas avoir une si haute opinion de lui-même, juste parce qu'il a réussi à faire arrêter une de ses attaques. Après tout, quelqu'un sans capacité unique ne peut pas l'arrêter du moins, passant d'autres éveillés de rang supérieur. Entendre cela fait que notre garçon se souvient d'avant la régression, quand un jour le chef s'est battu avec Kamachi qui n'a pas pu empêcher Arisa de mourir. Lorsqu'il a été réprimandé, Ren a frappé le garçon. Pendant ce temps, Yuya ne pouvait que penser que c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un mourir devant lui, et a fini par décider de quitter cette guilde. Ainsi, quelques semaines plus tard, le premier désastre a eu lieu et près de 30% des éveillés du Japon ont été assassinés jusqu'à ce qu'un éveillé de rang B tue Misaka, ce qui lui a fait réaliser qu'il n'aurait rien pu faire depuis le début, déclenchant une vague de culpabilité qui l'a suivi pour toujours. Cependant, maintenant, il a la chance d'empêcher le premier désastre de se produire, et c'est pourquoi il n'a jamais révélé son pouvoir à personne, et s'est concentré sur l'acquisition d'une force suffisante. Même en craignant que ce ne soit que son ego qui parle, le protagoniste affirme qu'il va se battre jusqu'à la fin, disant qu'il n'a pas de temps à perdre. Le chef de la guilde de l'Éclipse décide de jouer sa dernière carte, en jeu. Ainsi, il invoque un croc funeste pour s'assurer que le jeune homme soit immédiatement éliminé. Voyant le Minotaure et le loup géant foncèrent sur Yuya, Arisa s'inquiète, mais en activant la capacité des ailes de flamme de son épée neutre. Garçon élimine les deux ombres d'un seul coup, laissant Misaka complètement sous le choc, tout comme tous ceux qui regardaient. Quand on lui demande comment il a autant de pouvoir, le protagoniste dit que son ennemi a fait une erreur car il l'a traité d'insignifiant, ne sachant pas qu'il faisait face à son pire adversaire.
Le chef de la guilde de l'éclipse demande pourquoi le jeune homme pense cela. Mais notre garçon dit simplement qu'il comprendra quand la bataille sera terminée. En riant, le garçon aux yeux rouges décide de cesser de poser des questions et de découvrir ce que le jeune homme cache après l'avoir tué et transformé en ombre, voyant son ennemi venir vers lui. Yuya en conclut que la capacité unique de celui-ci est liée à l'épée et qu'il ne peut contrôler que les ombres de ceux qu'il tue, c'est pourquoi le reste des éveillés est encore en vie. En recevant le premier coup, notre garçon parvient à bloquer avec l'épée, décidant de contre-attaquer immédiatement pour ne pas donner à l'adversaire le temps de récupérer. Misaka montre qu'il est aussi rapide et ainsi tous les deux commencent à échanger des coups, immobilisés par une. Ombre Daichi n'arrive pas à croire que le jeune homme se défend réellement contre le chef de la guilde. Reculant un peu, le protagoniste pense que comme prévu la bataille sera difficile, pendant que son ennemi essaie de comprendre d'où il a obtenu. Tant de pouvoir déterminé à s'assurer qu'Arisa ne retrouve pas son pouvoir magique, Ren décide de changer de tactique. Voyant, d'autres ombres apparaissent. Shiroaki demande si le garçon pense vraiment que ça va marcher. Celui-ci répond que les ombres ne sont qu'une distraction. Mais après avoir failli recevoir un coup fatal, il découvre que le jeune homme peut gérer deux choses à la fois. Le protagoniste assène un autre coup projetant son adversaire au loin. En réfléchissant, Misaka conclut que le problème vient de l'épée de Yuya, et que l'attaquer en utilisant les ombres est inutile. D'une manière assez cynique, il s'excuse d'avoir été impoli, et dit que le garçon est en effet l'un des leurs, ce qui le rend éligible pour devenir son premier subordonné. Lorsqu'on le traite de génie, notre garçon répond qu'en réalité il n'en est pas un, car il n'a même pas pu se battre pour obtenir ce titre. Finalement, il n'a pas pu y arriver, ce qui signifie qu'il n'est qu'une personne ordinaire. Ren demande de quoi le garçon parle, et en expliquant, le protagoniste dit que c'est parce qu'il est une personne ordinaire qu'il vaincra un génie. Le duo entame alors une autre séquence de coups absurdes, jusqu'à ce que le chef de guilde réalise qu'il aura le dessous. Avec une profonde entaille à l'épaule, il se demande comment l'énergie de Shiasaki a pu changer si soudainement. On dirait même qu'il a une puissance illimitée. N'ayant plus beaucoup d'options, Misaka décide d'utiliser son dernier recours, une compétence appelée Purification de l'âme. Nous voyons que les ombres qui maintenaient les autres éveillés disparaissent. Une fois que cette compétence est activée, elle confère une amélioration physique immense, mais temporaire en sacrifiant des subordonnés. Déterminé à gagner la bataille, le chef de guilde décide de sacrifier la plupart de ses ombres. En hurlant, il ordonne à Yuya de se préparer à mourir ici et maintenant. Voyant le chef de guilde foncer sur le jeune homme, ceux qui regardent craignent le pire. Montrant que ce ne sera pas si facile, notre héros décide d'utiliser l'attribut d'amélioration de toutes ses capacités, bloquant l'attaque ennemie juste à temps. Choqué, l'homme aux cheveux blancs se demande comment il peut encore ne pas gagner même après ce qu'il a fait. Tous les deux se préparent pour un autre affrontement, tandis que le protagoniste déclare qu'il est temps d'en finir. En regardant la séquence de coups de Takahashi et Etu se demande quel genre de bataille de fou c'est. Tandis qu'Orisa ne peut que s'inquiéter pour son ami qui pousse avec son épée, le protagoniste affirme qu'il va gagner car il a l'avantage. À bout de souffle, Misaka se dit surpris mais ne laissera toujours pas le jeune homme le surpasser. Puis il lui demande s'il va bien, car sa concentration n'a été que sur une seule chose. En baissant les yeux, le protagoniste réalise qu'une des ombres lui mord la cheville, et changeant son mouvement, il anéantit la créature en souriant. Ren déclare qu'une telle ouverture dans une situation pareille est fatale. Malgré tout, Shirosaki parvient à échapper au coup. Cependant, l'ennemi dit que ce n'est pas encore fini, et charge à nouveau. Voyant que le jeune homme a créé une certaine distance, le chef de guilde réalise qu'il va subir une contre-attaque à cause de l'ouverture qu'il a laissée, concluant rapidement que même ainsi son attaque ne sera pas arrêtée. Nous découvrons que l'essence de son épée est l'incarnation de la mort, et que cela change en fonction de l'image de l'utilisateur. Ainsi les simples coups sont si absolus qu'ils définissent la distance juste pour atteindre la cible. En criant, Ren déclare que c'est la fin pour le garçon. Mais quelque chose se produit. Notre héros déclare qu'en fait il n'a jamais eu de lien avec lui, et qu'il n'y a pas de lien du destin spécifique qui les unissait, puisque son sens du devoir aurait pu être insignifiant depuis le début. Mais malgré tout, il a été poussé en avant par le regret et la culpabilité. Par conséquent, il aimerait s'excuser et révéler qu'il savait déjà que cela arriverait. Avec du jus de fraise coulant de sa blessure, Masaka admet sa défaite avant de tomber au sol. Les yeux écarquillés, les spectateurs n'arrivent pas à croire que cela s'est produit et qu'ils sont maintenant en sécurité. Shiasaki lève les yeux soulagés, tandis que l'ennemi encore en vie dit qu'il n'arrive pas à croire qu'il a perdu. Le protagoniste dit qu'il l'avait prévenu, tandis que le garçon expulsant ses fluides affirme qu'il était bien son pire ennemi. Épuisé, notre garçon tombe lui aussi à genoux,
alors que l'effet d'amélioration de toutes ses capacités commence à s'estomper, ce qui signifie qu'il devra faire attention la prochaine fois qu'il utilisera cette technique. Arisa s'approche pour voir si le jeune homme va bien. Après avoir reçu de l'aide pour se relever, le protagoniste la remercie, mais la jeune fille dit que c'est elle qui devrait le remercier, ajoutant qu'elle a enfin compris qu'elle ne rêvait pas la dernière fois qu'il l'a sauvée. Puisque le garçon a de nouveau risqué sa vie, Managa exprime les remerciements les plus sincères de sa vie au nom de tout le monde. Cela rappelle à notre garçon ce que sa sœur lui a demandé avant de mourir dans son autre vie. Il se dit alors qu'il a enfin réussi à exaucer le vœu de Kana. Puis le garçon remercie Arisa. Mais avant qu'il ne puisse expliquer pourquoi il est interrompu par les autres éveillés, qui décident enfin de se joindre à la conversation et de parler de son incroyable exploit. Se retournant, Takahashi demande ce qu'ils vont faire de Msaka. Notre garçon dit que la chose juste à faire est de le livrer à la division spéciale de l'association, car ceux qui cherchent à nuire aux autres doivent subir des représailles, même en sachant que les gens seront contrariés que Ren n'ait pas été exécuté. Yuya en conclut que sa capacité pourrait être utile pour percer les mystères du donjon à l'avenir. Il décide alors de s'occuper du cœur de ce donjon. Arisa dit que le chef avait mentionné que cet objet déchaînerait un essaim de monstres sur la Terre. Le protagoniste dit que c'est vrai, mais qu'il leur suffit maintenant de détruire le cœur avant qu'il n'atteigne sa pleine charge. Lorsque la sphère se brise, plusieurs ombres noires enveloppent le corps du jeune homme, qui, confus au milieu des ténèbres, demande où il se trouve. Bien qu'incapable de décrire ce qu'il ressent, il dit que la sensation lui est familière. Soudain, une autre sphère noire apparaît devant ses yeux. Mais le protagoniste sort de sa rêverie en entendant l'appel de Managa. Mentant, il dit que tout ira bien. Alors qu'il se demande ce que c'était, nous voyons qu'après que le groupe a quitté le donjon, Ren a été remis à l'association, et qu'en raison de l'épuisement, tout le monde a été congédié. Excité, la jeune fille aux cheveux rouges dit qu'il devrait rentrer à la maison. D'accord, notre garçon décide de l'accompagner, et c'est ainsi que les deux s'en vont. Pendant ce temps, dans une certaine nation, à l'intérieur d'un donjon de rang S, une jeune fille aux longs cheveux blonds observe une créature qu'elle a vaincue. Et en regardant les constellations, elle se rend compte que une des étoiles maléfiques a disparu, ce qui signifie que quelqu'un a été capable d'altérer le futur. On découvre qu'elle s'appelle Asakura Ryan, et c'est une éveillée de rang S niveau 236 qui occupe la deuxième place du classement national. Quelques jours après l'opération à grande échelle dans la chambre d'hôpital de Kana Shiasaki, dit que sa sœur doit juste tenir bon jusqu'au lendemain. Il lui dit qu'il part, mais qu'il reviendra la chercher demain. Souriante, la jeune fille remercie son grand frère. À l'étage inférieur de l'hôpital, le protagoniste rencontre Arisa, qui dit être venu voir comment allait sa mère. On apprend que sur le chemin du retour, le duo a eu l'occasion de mieux se connaître, et la jeune fille a parlé de sa mère et de sa capacité. En découvrant que sa sœur n'est pas la seule à avoir cette maladie, notre garçon en conclut qu'il doit obtenir le remède le plus vite possible. Sortant de sa rêverie, il dit à la jeune femme qu'il est temps de se rendre à l'association. En regardant par la fenêtre, K se demande qui est la fille à côté de son frère Mai. Soudain, une infirmière apparaît et lui dit de se reposer. Allongée sur le lit, la jeune femme déclare qu'elle va interroger Yuya le lendemain. Elle se retourne en entendant les nouvelles sur l'affaire de l'attaque du donjon impliquant Misaka et découvre que l'éveillé qui a contribué à la résolution de l'incident a pris la place du garçon Dan, le classement national. On nous emmène au siège de l'association, où Suzuki, du département des affaires générales, s'excuse d'avoir appelé le duo à la dernière minute. Arisa et Shiasaki disent que ce n'est pas un problème. Ensuite, ils ont répondu à plusieurs questions sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ren est resté silencieux depuis qu'il a repris connaissance. En y réfléchissant, le protagoniste se demande si cela signifie qu'il ne pourra pas obtenir plus d'informations de sitôt. Curieuse la rousse. Demande de quoi l'homme aimerait discuter individuellement. Allant droit au but, Suzuki parle du fait que la guilde Eclipse a été dissoute et que Misaka a été retiré du classement national. On apprend que ceux qui font partie des 100 meilleurs sont appelés des rankers. Confus, le protagoniste demande quel est le rapport avec lui et l'homme révèle que la 86e position sera désormais occupée par le jeune homme. L'information laisse le duo sous le choc. Souriante, Arisa dit « C'est incroyable ». Lorsqu'on lui demande si c'est vraiment exact, l'homme à lunettes confirme et dit que, outre le fait que ses capacités ont été prouvées, les maîtres des guildes fierté du guerrier et grand mage l'ont recommandé. En y pensant, notre héros se dit que c'est la première fois qu'il est officiellement reconnu de cette manière. Poursuivant, Suzuki dit que plusieurs guildes ont envoyé des invitations à Miyanaga. Rapidement, Yuya réalise que la capacité unique de la jeune femme est en effet exceptionnelle. La jeune fille demande si elle peut y réfléchir un peu, ce qui le surprend. À la fin de la réunion, tous les deux quittent la pièce soulagés et heureux. Souriante, Arisa félicite son ami d'être devenu un ranker. Le protagoniste la remercie et dit qu'en réalité, il a juste eu de la chance.
La jeune femme n'est pas d'accord et dit qu'elle a quelque chose qu'elle aimerait demander. Soudain, les cris de quelqu'un attirent l'attention du duo. À la réception, un type leur ordonne de lui amener la personne qui aurait vaincu Misaka. En entendant son nom être mentionné, Shiasaki se retourne et se retrouve face à Gakuto Shimura, 87e au classement national. Le type demande si le jeune homme est la personne qu'il cherche. Et après confirmation, il déclare qu'il lui a volé sa place en prenant la position de Misaka, car il prévoyait de combattre le garçon furieux. Le rancœur dit aussi que le protagoniste a dû utiliser des ruses pour accomplir un tel exploit, et c'est pourquoi il va le défier en duel pour la 86e place du classement. Notre héros réalise que la situation est compliquée, mais il n'est pas obligé d'accepter. Cependant, sachant que d'autres personnes douteront de ses capacités à l'avenir, il serait bon de saisir l'occasion pour montrer sa puissance. S'approchant, il dit qu'il accepte le défi. 10 minutes plus tard, dans le terrain d'entraînement à l'intérieur du siège de l'association Yuya, se souvient que sa puissance magique n'est toujours pas à 100% car il n'a combattu aucun monstre. Souriant, Gakuto dit que c'est bien de voir que le garçon ne s'est pas enfui tout en pensant qu'il ne détient cette position que parce qu'il a combattu en groupe selon les rumeurs et que c'est le devoir d'un ancien de corriger un novice. Erreur. Dans le public, tout le monde est convaincu que la victoire appartiendra à Shamura. L'annonceur déclare que les conditions de victoire sont l'incapacité ou l'abandon, car il est interdit de tuer. Commençant juste après le début du duel chargeant à l'attaque, le type à la hache affirme qu'il va révéler qui est vraiment le proto. Utilisant son épée Shiasaki, parvient à bloquer le coup. En criant l'ennemi, lui ordonne d'arrêter de penser qu'il peut le vaincre avec ce niveau de compétence. Les spectateurs commentent que, comme attendu du garçon aux cheveux courts, l'adversaire est complètement sur la défensive. Inquiète, Arisa dit que quelque chose ne semble pas normal. Car pendant le combat contre Msaka, son ami était beaucoup plus fort. L'analyse terminée, notre garçon dit qu'il va exaucer le vœu de son adversaire et arrêter de se retenir. Après avoir pris un coup, Gakuto essaie de comprendre ce qui a changé. Car sorti de nulle part, le garçon est devenu plus précis. Le proto dit que ce n'est pas encore fini, et reprend en enchaînant plusieurs attaques au point de repousser le garçon violemment en arrière. Les fans du classé se demandent pourquoi cela arrive, pendant que d'autres concluent que la compétence de Yuya est si incroyable qu'elle neutralise les différences de niveau même contre les classés. Shimura se demande si le jeune homme était en train de se retenir avant. Confirmant le proto, dit que s'il l'avait vaincu rapidement, les spectateurs n'auraient pas compris ce qui s'était passé. C'est pourquoi il a pris un peu de temps pour évaluer à quel point il devait se retenir. Furieux d'être sous-estimé, le classé dit qu'il n'avait pas l'intention de faire ça, mais que maintenant il va tuer Shirahasaki. À l'extérieur du terrain d'entraînement, une fille avec un béret entend parler du combat de classement, activant sa capacité appelée en taille écarlate. Gakuto porte un coup mortel qui fissure le sol près des gradins. En réfléchissant, notre garçon se dit que cette capacité confère à l'utilisateur une immense force physique et améliore les capacités de la hache. Intrigué, il se demande si tuer dans ce type de combat n'était pas interdit. S'en fichant, le garçon dit que si le gamin a peur de mourir, il devrait se rendre rapidement, puis affirmant qu'en fait, il ne lui en laissera pas l'occasion. Se défendant contre les coups, le proto dit que peu importe à quel point son adversaire est fort. S'il fait une erreur, tout devient inutile. Analysant la situation, le classé conclut qu'il devra briser l'épée du jeune homme pour que la défense devienne impossible. Ainsi, il augmente la puissance de sa capacité visant à frapper l'arme. On voit que la lame ne se brise pas, mais avec l'impact. Shiasaki finit par perdre son épée et désarmé décide d'utiliser ses poings pour envoyer l'adversaire voler. Tout le monde est choqué de voir Shamura se faire frapper. En voyant le jeune homme récupérer son épée, l'ennemi réalise qu'il a une capacité de stockage. Confirmant le proto, dit que le combat se termine là, donc le classé doit choisir entre se rendre ou mourir. Inquiet, le garçon essaie de décider quoi faire, puis affirme que ce n'est pas juste car dehors, faire ça contre des monstres entraîne la mort. Donc il devrait recommencer le duel. Les spectateurs commentent que c'est l'excuse la plus stupide qu'ils aient jamais entendue, sachant que l'utilisation d'une arme peut gravement blesser son adversaire. Yuya suggère qu'il se batte à main nue. Se sentant victorieux, Shimura accepte et dit qu'il fera regretter ce choix au garçon. Prétendant que le garçon est très lent, le proto en un seul mouvement le jette au sol, demandant alors si c'est tout ce qu'il a. Se relevant et chargeant à nouveau, le classé dit « ce n'est pas encore fini », tout en se demandant comment le protagoniste peut lire tous ses mouvements. Nous découvrons que dans sa première vie, Shiasaki s'est concentré sur l'apprentissage de compétences de renforcement en raison de son manque de talent. C'est pourquoi en combat réel avec ou sans épée, il a l'avantage. En regardant le combat, la mystérieuse fille d'avant est surprise par le mouvement de notre garçon. Déterminé à garder sa fierté de classé intacte, Gakuto décide de tout donner et sans se soucier des règles, il récupère sa hache pour porter un coup fatal.
le protagoniste invoque à nouveau son épée, bloquant avec succès la hache avant de saisir la dague de la menthe et de frapper son adversaire au cou. Immédiatement, le garçon tombe au sol, affirmant qu'il est impossible qu'il ait perdu. Yuya range le couteau et regarde la foule qui l'applaudit sans arrêt. L'annonceur déclare le jeune homme vainqueur et Arisa est la première à courir à sa rencontre. Recevant de nombreux compliments, le protagoniste dit que Shamura n'avait pas beaucoup d'expérience dans ce type de combat car il n'était habitué qu'à combattre des monstres. Soudain, un duo s'approche laissant tout le monde sous le choc. Il s'agit de Tanoji Taiga, qui occupe la 82e place du classement national, et Asakura Rayon. Notre garçon se souvient immédiatement du moment où la fille lui a demandé pourquoi il se battait si durement, même si cela devait tout lui coûter. Dans le moment présent, la jeune femme se présente et dit qu'elle a quelque chose dont elle aimerait discuter avec le garçon. Le quatuor se rend dans un endroit plus privé, et Arisa essaye de se concentrer pour ne pas paniquer, puisqu'elle a également été invitée à la réunion. Asakura se présente à nouveau, mais Yuya et Miyanaga disent qu'ils la connaissent. En réfléchissant, le protagoniste se dit que c'est la jeune femme qui a vaincu Msaka dans sa vie passée, étant considérée comme l'éveillée la plus forte du pays, mais il découvre rapidement que dans ce monde, la file occupe la 2e place du classement. La classée s'excuse de décevoir le jeune homme avec cette information. Confus, notre garçon se demande ce qui se passe. Mais interrompant sa rêverie, la jeune femme blonde va droit au but et dit qu'elle aimerait le remercier, car c'est elle qui aurait dû s'occuper de Ren. Arisa demande si Rion savait ce que le garçon préparait, confirmant la jeune femme s'apprête à révéler quelque chose, même si Tinoji est contre. Après un claquement de doigts, une carte de constellation apparaît devant tout le monde. Expliquant la classée, déclare que sa capacité lui permet de prévoir les catastrophes futures. Mais comme ce n'est pas un système parfait, il n'est pas toujours possible de déterminer l'heure ou l'ampleur exacte. C'est pourquoi elle aimerait remercier le garçon d'avoir empêché le pire de se produire à sa place. Le gaz aux cheveux bruns et roux dit que son allié n'a pas besoin de s'incliner, mais elle n'est pas d'accord, et dit que c'est nécessaire. Shirasaki demande à la jeune femme de relever la tête, et déclare qu'il a seulement fait ce qu'il devait faire. Malgré tout, Asakura dit qu'elle aimerait offrir quelque chose en retour. Étant très direct, le protagoniste dit qu'il pense à créer une guilde et aimerait savoir si Istari Skygrove pourrait être un sponsor. Il est révélé que pour créer une organisation, il faut en plus des accomplissements personnels, la recommandation d'une guilde déjà établie. C'est pourquoi il n'y a pas de meilleur choix que le groupe dont la jeune femme est la chef. Déclarant qu'elle fait confiance au garçon, la classée accepte d'en faire partie, même bien qu'elle pensait à le recruter pour sa guilde. Mais maintenant, il doit rassembler les membres nécessaires et l'informer. Elle. Irrité, Taiga dit qu'il n'a toujours pas reconnu le jeune homme, car il est trop arrogant, et a fait baisser la tête à Ryan. En voyant le garçon partir, Arisa demande de quoi il s'agissait, mais notre héros lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter, de quoi que ce soit. En quittant le bâtiment, la jeune femme lui demande s'il est vrai qu'il veut créer une guilde. Il confirme, car les futures catastrophes ne seront pas simples, et des alliés talentueux seront nécessaires pour les combattre. Sortant de ses pensées, Yuya décide d'inviter Miyaga à faire partie de son groupe. Mais soudain, le duo est interrompu par Noah, qui après avoir fait un signe de la main, commence à s'approcher. La jeune fille s'excuse d'avoir interrompu la conversation pendant que le protagoniste réfléchit à un moyen de rendre la situation moins compliquée. Après avoir tout expliqué, il présente les jeunes femmes, et tout redevient calme. Ozikawa dit qu'elle a entendu les nouvelles concernant la guilde Eclipse, et a été surprise en entendant le nom du garçon, se souvenant que l'épéiste et son groupe l'ont aidé par le passé. Shira Asaki la remercie, avant de retourner parler à Arisa de la guilde qu'il va créer. Un peu surprise par l'invitation, la jeune femme dit qu'elle serait très heureuse de se battre à nouveau à ses côtés. Par conséquent, elle accepte de faire partie de la guilde les yeux fermés. Noah les regarde fixement et essaie de repousser les pensées qu'il se passe quelque chose de plus entre eux deux. Puis elle demande si le groupe du garçon a encore une place, car elle a toujours voulu faire partie d'une guilde. En pensant à tout ce qu'elle a fait, le protagoniste pense qu'il fait confiance à l'épéiste et à ses capacités. Alors il affirme à voix haute qu'elle peut en effet faire partie de l'équipe. Miyanaga dit qu'elle a hâte de travailler avec la jeune fille. Et rapidement, les deux deviennent amis. Shirasaki conclut qu'il ne leur manque plus qu'une personne pour enregistrer officiellement la guilde. Soudain, une alerte d'urgence se met à retentir dans tout le bâtiment, car une rupture de portail a été détectée dans un donjon de rang B. Les éveillés doivent donc se préparer immédiatement à des contre-mesures. Il est révélé qu'une rupture de portail est un phénomène où la quantité de pouvoir magique à l'intérieur d'un donjon se dilate en raison de causes inconnues, et pour le résoudre, il est nécessaire de vaincre le boss et de briser le noyau avant l'effondrement complet. Asakura réapparaît laissant le trio surpris. Yuya demande ce qui se passe et la jeune femme dit qu'en plus de la rupture de portail annoncée, d'autres ruptures ont été confirmées dans 2 donjons de rang C. Notre héros pense que c'est sans précédent,
car rien de tel ne s'est produit même dans sa vie passée, ce qui signifie que quelque chose a changé parce que la première catastrophe a été évitée. Ryan dit qu'il s'occupera du donjon de rang B et aimerait que le jeune homme dirige l'un des donjons de rang C, décidant de découvrir les raisons de cela plus tard. Le protagoniste affirme qu'il comprend. Tanoji dit qu'il n'acceptera pas que la jeune femme laisse un novice s'occuper d'une mission comme celle-là. Disant qu'elle comprend, la rancœur déclare que dans ce cas, le garçon rejoindra l'équipe et se battra sous le commandement de Shiasaki. Après tout, elle est capable de gérer le donjon seule, et c'est une bonne occasion pour lui de voir si le jeune homme est vraiment digne de confiance. Le protagoniste demande qui s'occupera de l'autre donjon, et nous voyons que celui-là responsable sera cette mystérieuse fille portant un béret. Ceci étant établi, le groupe se prépare à partir. Voyant le jeune homme s'en aller, Arisa et Noah affirment qu'elles l'accompagneront. Notre garçon leur demande quel est leur niveau. Et en apprenant que la fille aux cheveux rouges est niveau 31 et que la jeune blonde est niveau 35, il conclut que la meilleure option serait de refuser. Mais comme le niveau requis pour terminer un donjon de rang C est de 35, il décide de laisser le duo le suivre. Quelque temps plus tard, le quatuor arrive à destination, et Yuya décide de s'occuper d'abord des monstres qui sont déjà à l'extérieur. Aux côtés de Tennoji, il enchaîne les coups contre les ennemis. Et quand Noah lui demande quand il est devenu si fort, il choisit de l'ignorer et d'entrer. Nous découvrons que le donjon s'appelle Ior Seikutsu, et est connu comme la grotte sacrée de l'esprit de glace. À l'intérieur, le rancœur dans le mécha rouge demande s'il n'aurait pas dû décider quoi faire avant d'entrer. Le protagoniste dit que normalement ce serait correct, mais qu'il n'en a pas besoin grâce à sa capacité d'archives akashiques. Le trio est perplexe de le voir immobile, jusqu'à ce que d'autres personnes attirent leur attention. Ce sont des éveillés de rang C envoyés par Asakura. Tanoji dit que le chef est Shirasaki. Se retournant, notre garçon déclare qu'il va expliquer le plan. Ainsi nous apprenons que lui, Taiga Noa et Meyona seront chargés de soumettre le boss, tandis que les autres doivent rester là et retenir les démons. En désaccord, l'allié de Ryan dit que pour affronter le boss des éveillés de rang B serait nécessaire. Contrairement à lui, les deux filles disent que c'est une perte de temps de douter du plan du protagoniste. Cela laisse le rancœur stupéfait d'une telle confiance en un novice. N'ayant pas grand-chose d'autre à faire, il dit que cette fois il obéira. Entendant qu'il sera responsable si quelque chose tourne mal, Yuya dit que ça ne fait rien et ainsi le quatuor s'avance. En réfléchissant, Tanoji se dit que même s'il est irrité, il commence à faire confiance au garçon. Mais quelque temps plus tard, il le regrette lorsque le chemin choisi par lui mène à une impasse. Le protagoniste dit qu'en fait c'était le chemin le plus court. Soudain, un iceberg jaillit du sol. C'est la carapace de glace d'un crabe géant de rang B. Analysant la pression magique de l'ennemi, le garçon aux cheveux bruns conclut qu'il est assez fort. Pendant ce temps, Shiasaki pense qu'il a besoin d'un objet de cet endroit avant d'affronter le boss. Se retournant, il demande au duo de filles de s'occuper du monstre toute seule. Nous sommes transportés à l'infirmerie du siège de l'association, où Gakudo se réveille enfin après avoir été frappé. Rapidement, il se souvient comment il a atterri là. Et en criant, le garçon demande à l'infirmière où est Yuya. Mais en découvrant ce qui se passe, il conclut qu'en plus de tout, le jeune homme essaie de lui voler ses exploits. Par conséquent, il profitera de l'occasion pour l'attaquer quand il sera vulnérable et montrer que le sous-estimer coûte cher. Sur le champ de bataille, Arisa demande à Shiasaki s'il est sûr de ça. Confirmant. Il dit qu'il donnera toutes les instructions pour qu'elle n'ait pas de problème. Noah choisit de croire au jeune homme, une fois de plus, et demande ce qu'elle doit faire. Expliquant, il dit que l'arme du monstre est sa pince acérée, et que sa puissance défensive est sa carapace de glace. Comme la créature n'est pas très rapide, elle devrait garder une certaine distance pour neutraliser les pinces et utiliser le feu pour que les attaques puissent traverser plus facilement la carapace. Après toute l'explication, Tanoji dit que c'est temps. Oshiawa s'approche et commence à frapper avec son épée, tandis qu'Arisa garde ses distances. Notre garçon dit au rancœur de ne pas interférer car cela diviserait les points d'expérience, révélant que son plan pour vaincre le boss consiste à rendre les deux filles plus fortes. Remarquant la tension du garçon, il dit qu'il n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Son épée en feu, la jeune blonde prévient qu'elle est prête. Ensuite, la rousse donne également le feu vert et les deux se préparent ainsi à attaquer ensemble en utilisant leur capacité unique. Des flammes jaillissent de partout et entourent le crabe, faisant simplement fondre toute son armure. Avec cette victoire, Noah atteint le niveau 42, tandis qu'Arisa atteint le 31. Perplexe, Tanoji se demande comment Yuya a pu prédire que cela arriverait. Oshiawa reçoit en récompense le bracelet de souhait qui augmente la puissance magique de l'utilisateur lorsqu'il est activé. S'approchant, le protagoniste dit que les préparatifs sont maintenant terminés, ce qui signifie qu'il est temps d'aller dans la salle du boss. En chemin, le quatuor affronte quelques créatures de plus, et discute d'autres stratégies, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin la grande porte de glace. À l'intérieur, Noah se demande pourquoi la salle est vide.
Cependant, Shirasaki dit que l'ennemi est au plafond. En levant les yeux, tout le monde voit la reine, hydre fantôme de rang B. Tanoji dit que si tout se passe comme prévu, ils gagneront facilement. Saisissant son épée, notre garçon regarde l'ennemi approcher et se positionne rapidement. Puis, lui et Taiga font le premier pas. En entendant son nom, le rankeur dit qu'il comprend ce qu'il doit faire, et après avoir identifié la cible, il active sa compétence appelée Null Sakinton. Il lance donc sa lance sur la sphère rose. À sa grande surprise, rien ne se passe. Et nous découvrons que l'une des caractéristiques de cette créature est que son tronc peut absorber les impacts physiques. S'avançant, Shirasaki dit que ce n'est pas grave, car même si aucun dégât n'a été causé, le coup a attiré l'attention de l'ennemi. D'un seul coup, il coupe plusieurs tentacules de l'hydre. Le problème est qu'elle se régénère rapidement. L'avantage étant que le processus consomme du mana. D'un simple regard, Noah et Arisa comprennent que c'est à leur tour d'attaquer. La bretteuse est la première et utilisant sa compétence, elle lance des flammes vers l'ennemi. Souriant, le protagoniste dit que le résultat était meilleur que prévu. Maintenant, ils n'ont plus qu'à combiner les talents de chacun pour infliger suffisamment de dégâts. Interrogé, Oshikawa dit que la durabilité du bracelet est à 78. Le schéma étant découvert, Yuya dit qu'il est temps de continuer. Ainsi, le quatuor attaquait à tour de rôle. Songeur Taiga se dit qu'il ne comprend pas comment tout se déroule si bien grâce au plan du jeune homme. La Brettus déchaîne son éclair violet, ne laissant qu'un cristal sur la couronne de l'hydre. Avec ce coup, le bracelet de souhait finit par se briser. Le protagoniste dit que la limite de durabilité a été atteinte, et en demandant, il découvre que Noah peut lancer une attaque de plus, alors qu'il n'en reste qu'une à Arisa. Déclarant que le soutien d'objet n'est plus nécessaire, Shirasaki leur ordonne de porter un dernier coup. Le duo dit comprendre et se positionne face à l'ennemi. Ainsi, après une attaque de plus, la créature commence à se transformer et prend la forme de l'haute impératrice illusoire de l'esprit de l'eau, Keshe Akshar. Étonné et ne comprenant rien, Tanoji se demande comment cela est possible.